Est-ce que dans 3 générations, on connaîtra encore Steve Jobs? Mais moi, je crois pas. En revanche, les bâtiments qui ont été créés ici, dans 3 générations, ils seront encore là. T'as vu Ratatouille? Bien sûr. T'as bien aimé Ratatouille? J'ai adoré C'est Ratatouille. qui le réalisateur de Ratatouille? Jamais je saurais te dire. C'est ça la vraie réussite. Ouais. La vraie réussite, c'est qu'on aime Ratatouille, on n'a pas besoin de savoir qui l'a fait. Ouais, mais au lieu de me faire chier avec ces histoires d'urbanisme, il pourrait peut-être s'intéresser à un truc fondamental qui est l'empoisonnement de la population par la nourriture. Bonjour à tous, bienvenue sur Ça fait un bail. On démarre avec Oussama Ammar et Christophe Delaune. Et vu qu'on a fait un faux départ, on va changer notre démarrage. Et je vais te demander, Oussama, de te présenter si jamais il y en a dans l'audience qui ne te connaissent pas. Et ensuite, on va parler de ce fameux domaine d'Ablon dans lequel on enregistre. Allez sur YouTube pour voir la vidéo, on vous met des plans. On vient de faire une visite de 3 quarts d'heure. C'est absolument magnifique. Oussama, je te laisse la parole. Donc je m'appelle Oussama Ammar, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai dirigé pendant 10 ans une boîte qui s'appelle The Family, que j'ai quitté il y a 3 ans maintenant. Et je vis à Dubaï maintenant et je dirige un studio de dessin animé en intelligence artificielle. Ok, c'est bien, joli CV. Putain, t'es vachement synthétique, toi. J'arrive pas à être synthétique. Bah ça, je sais que t'arrives pas à ça. Oh, merde. Je t'écoute toute la journée. J'en sais quelque chose. Alors, t'as fini là? Bah bien sûr. Tu connais la fréquence juste de... Combien de temps tu passes par an ici? Pas assez. Je sais pas trop, je passe 1 mois et demi par an, quelque chose comme ça. Ouais, au moins ça. Ouais, au moins. Ok, 1 mois et demi, 2 mois peut-être. trop cool. À toi Christophe. Alors moi, synthétique comme ça, je sais pas. On va essayer. Alors moi, pareil, entrepreneur depuis l'âge de 21 ans, dans un univers qui a toujours été le même pendant 21 ans, qui est le print management, donc l'impression des supports de communication. C'est bon, j'ai fini. J'ai déjà dépassé le temps que tu as dit. Sauf que je suis qu'au début, putain. Et puis, dernière activité, j'avais un groupe international que j'ai revendu. On a décidé de changer de vie avec mon épouse et on a créé donc le domaine d'Ablon. Ça, c'était il y a 10 ans. C'était, oui, 2013. c'est ça, en 2013, Ouais. oui, tout à fait. Ok. Parce qu'on a créé The Family et le domaine d'Ablon la même année. Ah ouais, bah tiens, tu vois, il y a des alignements de planètes improbables Ce sont parfois. des projets qui ont Rien à voir. Non. Qui maintenant ont tout à voir, mais évidemment, rien à voir du tout, ouais, c'est sûr. C'est quand la rencontre? C'est quoi le premier jour d'ailleurs ou la première fois que vous vous voyez? Moi, je suis venu une semaine en hiver tout seul. Au domaine, j'ai pris la chaumière. Et Christophe, à l'époque, faisait les repas et amenait les repas lui-même. C'est vrai, ouais. Et donc voilà, on a commencé à parler. Et la deuxième fois que je suis venu, je lui ai dit, écoute, j'ai jamais eu envie d'avoir une maison à la campagne, c'était que des emmerdes. D'ailleurs, j'avais l'instinct que c'était que des emmerdes. Ouais, c'est ça, ouais. Mais si tu t'en occupes, je veux bien en faire une avec toi parce que je t'aime bien. Et au final, Et voilà. même en document, c'est des emmerdes. Bah ouais, mais c'est pas grave. Bon, ça va, c'est pas... je regarde pas les emmerdes. Non, mais moi, en fait, moi, un truc, c'est que je fais jamais les choses pour les choses, je les fais toujours pour les gens. Donc, je suis pas un investisseur immobilier, mais j'étais heureux de faire de l'immobilier avec Christophe. Si Christophe, il faisait, je sais pas, des chars d'assaut, bah, on ferait des chars d'assaut ensemble. Quoi. Parce que ce qui compte pour moi, c'est les gens, c'est pas trop les... Je suis pas très attaché aux activités sous-jacentes. Et comme je suis curieux de tout, à partir du moment où on est dans un domaine... Alors, par contre, je dois avouer que j'avais une passion de l'hospitality. Mais c'était jamais imaginé... Moi, j'ai une passion en tant qu'utilisateur de l'hospitality. Mais j'avais pas imaginé passer de l'autre côté. Ok. Toi, t'avais pas trop fait d'immobilier, je crois que j'avais entendu qu'avant, Jamais. même zéro. Zéro, ouais. Et toi, Christophe? Oui, alors moi, j'ai fait une brillante opération immobilière à Aix-en-Provence. En fait, lorsque j'ai vendu ma deuxième société, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une très grosse propriété à Aix-en-Provence, une bastide 18e avec 14 hectares de terrain. Puis je me suis pris pour le roi Soleil. Vas-y, raconte-nous un peu. Non, bah en fait, donc j'ai entièrement rénové à l'époque cette bastide pour lui redonner. En fait, c'était la plus belle, le plus beau jardin privatif d'Aix à l'époque au 18e. Donc j'ai voulu lui redonner les ambitions du gros mégalo de service, sa splendeur d'antan. Donc j'ai investi beaucoup d'argent. J'ai refait sur les 14 hectares un parc romantique 19e d'inspiration italienne avec
8 jardiniers à temps plein. Enfin, bon, c'était du délire. Attention, c'était pas une dynamique d'hospitality, c'était ma maison, Ouais. perso. Ouais, t'imagines, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Et au final, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la passion l'a emporté. À l'époque, j'avais une entreprise, une nouvelle entreprise que j'avais créée de print management qui fonctionnait bien. Et puis, ma passion dévorante pour cette propriété, ces jardins. J'ai créé un événement sur l'art des jardins, un salon. Hein. Donc, toi, je me suis lancé dans l'événementiel. J'y connaissais que dalle. Mais ça avait super bien marché, hein, parce que on faisait 25 000 visiteurs. On était devenu le 2e salon sur l'art des jardins en France en moins d'1 an. Sauf que j'étais plus du tout dans ma boîte et que je représentais 60% de la marge brute et du CA. La boîte a périclité. Tout le monde m'a allumé des feux en disant arrête tes conneries. J'ai rien écouté du tout. Voilà. La boîte a basculé. J'étais caution solidaire sur tout. J'ai tout perdu. La baraque, tout. Reset complet. La femme, les emmerdes qui vont avec. Voilà, total quoi. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est donc ma première expérience dans le domaine de l'investissement immobilier. Ok. Brillante affaire. Je vais en inspirer beaucoup là, à faire de l'immobilier avec des épisodes comme ça. Mais une leçon intéressante néanmoins, parce que pour le coup, c'est ce que je dis toujours, tu apprends plus de tes échecs que de tes réussites. Et moi, ça faisait quasi 20 ans que tout me réussissait, donc j'étais devenu un vrai con. Et puis là, ça m'a remis bien les pieds sur terre. Oussama, pourquoi tu t'étais pas intéressé à l'immobilier avant? Bah, je trouve que c'est que des emmerdes, l'immobilier. Tu vois, à tous les étages, ça a l'air... En fait, ce qui m'a toujours choqué, c'est que les gens présentent ça comme un investissement pas risqué. Ils disent toujours l'immobilier, c'est pas risqué et tout. Alors que moi, je trouve ça quand même très, très risqué. Je veux dire, tu peux tomber sur un locataire complètement fou qui te détruit ton appart. Tu peux avoir des risques conjoncturels assez forts. Il y a quand même des zones entières dans le monde où l'immobilier est monté très vite et descendu encore plus bas. Et donc, en fait, comme tout actif, ça demande de l'intelligence, ça demande du temps. Et j'avais ni cette intelligence, ni ce temps. Et le coût tu fais de l'immobilier sur le côté et ça te fait ton patrimoine, j'y ai jamais trop cru. Parce que tous les gens que je voyais faire de l'immobilier sur le côté, c'était quand même des gens très forts. Ouais. Ça demande un savoir-faire, une patience, une relation bancaire. C'est des vraies compétences. Donc dans ma tête, j'étais en mode, j'ai pas le temps de développer ces compétences. Je semble pas les avoir de façon innée. Je sais pas si des gens les ont de façon innée. Peut-être Timothée, donc, que tu citais tout à l'heure. Peut-être 24 ans, une centaine de biens, voilà. dont un château. Voilà. Lui, de toute évidence, il y a quelque chose de différent entre lui et moi. mais voilà, donc j'avais pas de motivation plus que ça pour ça, quoi. Ok. C'est assez clair. En plus, c'est un message que je passe souvent aussi, parce que j'ai le sentiment, tu vois, que l'immobilier, c'est moins risqué aussi. La France adore raconter cette histoire parce qu'elle a plein d'accidents économiques bizarres. Pendant très longtemps, elle a eu des taux bas. Pendant très longtemps, elle a eu des constructions d'assez bonne qualité, un État assez protecteur de l'investissement patrimonial. Donc c'est vrai qu'en France, il y a des gens qui ont dû faire des vraies fortunes en immobilier ou des choses, mais encore une fois, à mon avis, c'est au prix d'emmerde que ces gens ne marketent pas trop, quoi. Ouais, c'est fortement possible. Moi, quand je me suis lancé sur l'IMO, c'est plus parce que mon père, il était de la partie, il était dans le BTP. C'est un artisan et mes premiers jobs étudiants, c'était sur le chantier. J'avais l'impression d'avoir trouvé mon avantage comparatif. Et je me suis dit, allez, il n'y a personne qui a fait du business dans ma famille. Tout le monde était... mon père est portugais, ma mère polonaise. Donc autant te dire que tout le monde était dans le bâtiment. Et on avait du coup cette culture-là. Et quand tu associes et un peu d'investissement à côté, mais au prix, en effet, d'emmerde pas possible, d'une fiscalité qui était incroyable parce que personne n'optimisait rien du tout. Et quand je commence à rencontrer des gens en école de commerce qui, eux, sont mieux conseillés, je me dis, OK, on match les deux et on fait un truc qui cartonne, quoi. Ouais. Voilà, la petite anecdote, c'est quand moi, j'étais en école et que je disais... on me disait, qu'est-ce qui fait ton père? Je leur disais plombier. Et on me disait, non, mais qu'est-ce qui fait ton père? Et du coup, c'est ça qui m'a un peu donné envie de me lancer sur ces points-là. Ok, intéressant sur la partie IMO. Et
Du coup, vous êtes rencontrés avant ça, le 2013, le domaine. À quoi ça ressemble? Rien. En fait, il y avait la petite chaumière que tu as vue précédemment. Ouais. Et C'est un terrain vague. elle était entourée de champs, voilà, de prés à vaches. C'est le truc que personne n'arrive à comprendre. C'est incompréhensible. Quand tu rentres ici, Ouais. j'ai presque du mal à y croire. Non, mais c'est vrai. Et même des professionnels qui viennent, soit des De toute architectes. façon, vous voyez la scène dans Astérix Mission Cléopâtre où Jamel Debbouze fait les plans en disant et alors là on va faire ci machin et là-bas on met un géranium. Et Christophe il a fait la même à sa femme et ça l'a traumatisé quoi. Parce que il est venu, il lui a dit voilà on a acheté tout ça et puis on va faire ça et elle a pas vu en fait. Elle s'est dit mais complètement fou lui. C'est la première fois que tu... Non, alors le jardin... Alors non, là sur le jardin... C'était déjà... Ouais, non, je suis allé moins loin là. Non, parce que ça m'a servi de leçon quand même. Là, je suis englouti des millions d'eaux dans ce jardin. Oui, ce jardin il est très raisonnable par rapport Non, à mais ton- carrément. Ouais, c'est gentil quoi. Non, j'étais parti dans des... En fait, tu sais, le côté passion dévorante sans limite. En fait, moi, c'est ça mon rapport un peu avec l'immobilier, contrairement à Oussama. C'est que je suis tellement dans une dynamique motivé dans une dynamique de création que ma création n'a pas de limite. Et que ça, on devient... les jardins c'est bien pour ça parce que les jardins il n'y a pas de limite quoi. Ouais, c'est vrai. Mais les Tu sais que les jardins c'est la source numéro 1 de ruines dans le monde de milliardaires. Non, je savais pas. Si, c'est un vrai truc. Parce qu'en fait, il y a même t'as un livre là dans ta bibliothèque. Oui, tout à fait. Ouais, exact. Ouais. Il s'appelle comment le livre? Ceux qui ont été ruinés par les jardins. C'est ça, ouais. C'est incroyable. C'est une collection de gens richissimes ruinés par les jardins. Parce que tu peux acheter des fleurs, des millions d'euros. Une fleur qui vit. Oui, ou l'échelle. On prend un exemple, tiens, qui est très connu. C'est le décorateur Jacques Garcia qui a fait une rénovation exceptionnelle juste à côté d'ici à Champ de Bataille, dans une dynamique de reprise des jardins historiques de Le Nôtre sur son domaine. Ça lui a coûté, je ne sais pas, des millions, c'est clair. Aujourd'hui, c'est fini, il a coupé les robinets, il arrête. Parce que en fait, c'est des sujets qui sont plus à l'échelle de notre temps. Mais d'ailleurs, tu le vois, aujourd'hui, on prend un exemple que tout le monde connaît, qui est le Versailles. L'État français aujourd'hui n'arrive pas à financer l'entretien de Versailles à 100%. Tu démarres, moi je veux pas croire que tu arrives et que tu achètes en 2013 avec ton passé réussi en plus en business, avec ce truc de un jour je vais l'exploiter ou ça servira de patrimoine. C'était quoi la motivation Non, pas du tout. Alors au départ je sortais d'une dynamique de 30 années dans un business modèle où j'étais toujours sur la même dynamique. C'est-à-dire je crée une société, je la montais, je la vendais. J'en recrée une autre, je la vendais. J'en crée une, je la plantais, donc je la vendais pas. Et il fallait que je recommence à en créer une autre. Donc sur la dernière, l'idée était de se mettre un peu au vert. On avait une vie assez mouvementée. Le headquarter monde était à Londres, Europe était à Paris. J'étais tout le temps dans les avions, à droite à gauche. Bon, voilà. Et puis ce qui a posé les choses, c'est que ma femme est tombée enceinte et qu'il était hors de question de faire grandir notre petite dernière que vous avez vue en train de faire un sapin de Noël à Londres, à Paris. Voilà. Donc on est venu se poser ici, mais tout à fait par hasard. Il n'y avait aucune vocation à ce que je revienne en Normandie. Et puis le problème... Petite histoire, il a quand même acheté la chaumière en passant en voiture. Ouais, je suis rentré dans l'agence, j'ai vu le truc, et puis je suis rentré, elle était tellement mignonne, je suis rentré, puis je leur ai dit, bah non, je vous l'achète, je ne l'avais pas visité. Et on y est allé, et quand on est allé la visiter, elle était dans un tel état que Véronique m'a dit, mais jamais tu me feras vivre là-dedans, mais ça va pas. Je lui ai dit, attends, projette-toi un peu, chérie. Et au final, voilà. Donc voilà. Et donc on était, sur une dynamique plutôt patrimoniale, d'avoir des bâtiments qu'on construisait qui étaient faits pour accueillir nos enfants. Sauf que nos enfants, en partie, ont pas compris, enfin tout du moins pour les miens, pourquoi leur père, qui était président d'un groupe international, était venu s'enterrer à Ablon, qui est nulle part, en fait, parce que c'est pas Honfleur, c'est pas Deauville, c'est pas Trouville, voilà.
Et puis, en fait, le problème, c'est que moi, je tourne vite en rond, en fait. Au bout de 8 mois, 10 mois, je commence vraiment à me faire chier quand il se passe rien, quand il n'y a pas de dynamique, en fait. Et puis, donc, on s'est dit comment on allait pouvoir faire autre chose que de ce qu'on faisait. Donc, comme on voyageait beaucoup, on s'est dit, tiens, il y a un petit concept qui pourrait être intéressant, c'est de créer une nouvelle dynamique d'hospitality qui serait focus sur un service privatif où vous êtes, les autres ne sont pas, et sur des prestations atypiques positionnées haut de gamme. C'est ça qui t'avait séduit, Oussama, sur le concept un peu hôtelier ici. C'est quoi tes plus belles expériences, justement Moi, en tant que client, j'ai adoré venir ici parce que tu es tout de suite en dehors du monde. Et quand tu as une vie trépidante, excitante, etc., tu as un phénomène ici. Moi, à chaque fois que je viens ici, je suis en descente totale. Je suis forme de... Il y a un silence que tu retrouves nulle part. Tu as l'air de la mer qui est apaisant. Et alors, moi, je suis un très, très, très grand malade dans les hôtels. Il m'arrive très, très souvent de check-out à 1h du mat. Parce que j'arrive pas à supporter la chambre. Je sais pas combien de fois j'ai check-in dans des hôtels et à minuit, je craque et je dis à ma copine, viens, on va ailleurs. Et donc... Tu te retrouves où à 1h du mat après ? Tu trouves un autre hôtel, quoi. Ouais. Ça m'énerve. Puis c'est de mauvaise humeur, etc. Et donc ici, j'ai trouvé un sens du détail que j'avais pas trouvé dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Je trouve que le seul endroit seul endroit qui fait concurrence à Christophe pour moi, c'est les Hammam. Je trouve que dans les Hammam, il y a un niveau de détail et un sens du détail. On m'a offert pour mon anniversaire un séjour au Hammam Tokyo. Et je dois reconnaître que eux aussi, ils ont un sens du détail. Mais c'est pas... Le sens du détail, c'est pas courant. C'est pas quelque chose que tu peux acheter. Tu peux mettre tout l'argent du monde et être complètement con. Et en fait, dans un bâtiment, ça se sent quand celui qui l'a construit est con. Mais quand tout a été pensé, quand un humain a mis de la force et de l'énergie, et d'un seul coup, c'est une forme de poésie parce que tu as l'impression que en fait, tout a été pensé pour toi, que tu es un petit roi, et que le monde entier est là pour te procurer du bonheur dans le moindre petit détail. Et ça peut être des petits groupes hyper authentiques ou des grands groupes comme le Hammam. Ouais. C'est possible. C'est pas finalement l'authenticité que tu cherches, c'est un niveau de détail, mais la multiplicité de détails qui font que. Ouais, exactement. Ok. Hyper chouette. Et comment toi, t'arrives du coup sur ce projet. Ouais. Donc, visiblement, il y a des atomes crochus, il y a un coup de cœur là-dessus. C'est quoi le. Je t'ai même pas demandé combien t'avais acheté. Je sais pas si tu communiques là-dessus. Combien t'avais acheté la maison initialement ? Ça fait très cher. Elle était, je crois, à la vente à 280 000 euros, je crois. Avec 7 hectares. Non, j'ai racheté il y avait un bout de terrain encore après, D'accord. qui était à 90 000 balles, tu vois, donc bon. Non, mais on n'est pas sur des budgets, on n'est pas sur la Côte d'Azur, là. Ok. Puis c'est Ablon. Non, mais c'est intéressant de se dire. Ablon, hein. Hormis maintenant, grâce au domaine d'Ablon d'ailleurs. Hein. C'est intéressant de se dire qu'on peut mettre 1000 fois le prix de son acquisition ou 100 fois le prix dans de la rénovation et de l'amélioration, etc. Oui, c'est clair, oui. J'ai jamais eu ça sur son podcast. En général, on me dit, ouais, tu fais un 2 tiers, 1 tiers. Ah, non, mais là, on n'est pas sur du 2 tiers, 1 tiers. Là, on est sur 1 x 10, tu vois. Ouais. Non, si je prends l'exemple de la... 1 x 10. T'es plutôt à 1 x 40. Ouais. Sur toi, oui. Voilà. Non, mais si on prend l'exemple de la chaumière, par exemple... donc l'investissement a dû être de 280 000 euros et on a dû faire aux alentours de 700 000 euros de travaux, quoi. Ok. Ça c'est juste sur les externes. Ouais. Tu vois, donc on n'est pas dans tes ratios de... Et au total, c'est 12 millions d'euros le domaine. Ouais, c'est ça. Ouais, plus le manoir. Plus le manoir. 2 millions. D'accord. Donc joli projet. Toi, t'interviens à un moment, 2017, on a dit. Dans 2019, 2020. Ouais, puisque j'ai fait le premier virement en 2020. Okay. Ouais. Et c'était quoi l'objectif de cette association en dehors du kiff ? Moi, j'étais dans la merde, j'arrivais pas à trouver de financement. Ouais, puis moi, il n'y en avait pas d'autres, en fait. Non, mais attends, ça, il faut être très clair là-dessus. Non, mais il faut être très, très clair. Moi, je pense que dans la vie, les grands plans, etc., ça sert à rien.
Moi, j'étais client, il m'a proposé de construire une maison. J'ai eu aucun doute de la compétence de Christophe. J'avoue qu'en fait, j'ai compris que Christophe était un génie après. Au début, je pensais juste qu'il était doué. Mais après, j'ai vu qu'en fait, c'était un génie. Parce que sur le manoir, il s'est déchaîné. Et en fait, j'avais pas compris qu'il sur le domaine, il n'avait pas encore eu les moyens du manoir. C'est ça. Et imagine un peu si j'avais les moyens de la suite. Ouais, c'est ça. mais donc, ouais, et moi, je pense que dans la vie, avoir la chance à un moment de donner des moyens à un génie, ça n'a pas de prix. Et en fait, ce que les gens ne peuvent pas imaginer, ne peuvent pas comprendre, c'est les techniques de construction sont originales, les méthodes de travail sont originales, les mood boards sont originales, la façon de chiner les choses, d'assembler des choses, etc. Puis il y a plein de trucs qui me font vachement rire dans les secrets de Christophe Delon. Moi, je pourrais écrire un bouquin entier sur Christophe Delon. Par exemple, je ne sais pas si vous pourrez filmer cette pièce, mais Christophe est très attaché au terroir. C'est quelqu'un qui essaye de faire revivre le terroir. Il est en Normandie. Il va faire, tu vois, ses poutres, ses colombages, etc. Et il va te mettre une cheminée provençale. Parce que quand même, les cheminées normandes, elles sont moches. Donc, l'air de rien, on va d'un seul coup ne pas respecter la tradition. Parce que ça en jette quand même beaucoup plus. Et moi, ça, j'aime bien. Parce que moi, j'aime pas les gens religieux. Si, par exemple, Christophe avait été un ayatollah de l'architecture, du patrimoine, et que son obsession, c'était que ça fasse normand, même quand c'est moche, mais ça m'intéresse pas. Par contre, quelqu'un qui dit 99% du temps, ben, on va faire normand parce que c'est beau, c'est... Puis bon, il y a des petits trucs qui me gênent, alors on va les remplacer l'air de rien, et je sais même pas si Christophe s'en rend compte qu'il fait ça. Et ben voilà, on va le faire. Et en fait, c'est ce sens de la sublimation qui m'intéresse, et c'est trop agréable. Moi, si j'étais milliardaire, je donnerais tout mon argent à Christophe pour bâtir des trucs. Avec ou sans business model, hein. J'en aurais rien à foutre. Ce serait juste pour avoir des lieux beaux à travers le monde où je pourrais aller en villégiature. On comprend qu'il y a en effet une énergie créatrice. Et moi, ça m'intéressait de savoir un peu comment ça se passait, des chantiers. Si t'as des, Alors ça, mais si je t'as pense qu'il est même pas conscient. T'es si pas t'as conscient, des toi, de comment anecdotes, tu... si t'as des... Comment tu peux nous retransmettre ce que c'est de faire 12 millions d'euros de travaux sur un domaine comme ça, quoi. Je sais pas. Non, mais C'est en fait, Finger in the Noise, déjà. oui, c'est pas compliqué en fait. Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est pas compliqué. En fait, comment t'expliquer ça? En fait, pendant 30 ans, mon business model, moi, c'était l'organisation, les process, les plannings, l'achat, la négo, le suivi de la production et le quality control. Donc, quand tu baignes pendant 30 ans dans un environnement où si tu performes pas sur ça, tu crées pas de rentabilité, ta boîte, elle performe pas et donc tu n'es pas un acteur du marché et de fait, tu ne vends pas de plus-value, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire que très jeune, on m'a imposé une certaine rigueur et une certaine discipline dans le suivi d'un processus de production. Alors là, je te parle de l'impression. Ouais. Donc, quand tu fais un bouquin, par exemple, ou quand tu fais une affiche publicitaire pour L'Oréal, ou une campagne de PLV pour Unilever. Et avec, le souci du fait que ton produit doit être conforme au cahier des charges. 2, tu dois respecter le planning, parce que si tu arrives en retard, tu te fais défoncer. 3, tu dois être dans le budget. 4, ton produit doit être fiable. Voilà. Donc, quand pendant 30 ans comme ça, tu es formé à ça, quand tu arrives sur une dynamique où tu dois construire un bâtiment, je te mets de côté l'aspect créatif, hein, Ouais. d'accord ? Qui prend du temps, mais qui existe dans ton... Oui, Dans non, ta tête, non, j'ai mais l'impression. oui, Tu poses, tu tout est décides, déjà... tu fais Non, quoi. mais alors si on se projette, par exemple, si Ouais. demain, on avait la chance de trouver quelqu'un qui nous mette 30 millions sur la table pour terminer le domaine, je te sors un des 5 plus beaux petits hôtels du monde, quoi. C'est clair. Avec des endroits totalement jamais croisés dans l'hospitality. Comme, tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, prendre son petit-déj ou son dîner dans une serre éclairée avec une centaine de bougies.
Moi, j'ai visité, j'ai fait 90 pays à peu près dans le monde, dans des hôtels assez de bonne manufacture, on va dire. Jamais vu une telle expérience. Et on se rend pas compte quand on n'est pas venu encore, mais là on y allait, c'était même pas de nuit. Voilà, Et c'est il y a ça. un Ouais, c'est univers, clair. il y a des odeurs, Non, mais il y il a- y a un séminaire qui a été organisé il y a quelque temps, justement à l'initiative d'Oussama et d'Alec. On a reçu une trentaine de VIP entrepreneurs. Bon, on leur a fait un truc plutôt pas mal au sein, où on les a un peu bluffés quand même. Ah bah Sur non, les mais tout le monde- théâtralisations qu'on a. Tout le monde était. Enfin, Même moi, j'étais halluciné, quoi. donc, c'est c'est combien moi de qui ai couchages, organisé. combien de si on donne 2 non, mais la capacité aujourd'hui, elle est petite, puisque c'est au total. C'est 20 c'est personnes au total. cyclé et c'est au total 20 personnes. Oui, c'est ça. Pile poil 20 personnes. Oui, c'est ça. Ouais, 22. Ouais. Donc, pour revenir à ta première question, donc cette rigueur de process, en fait, je l'ai dupliquée sur de la construction. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu lances des appels d'offres, tu checkes des fournisseurs. Après, derrière, tu es sur le cul des fournisseurs et tu suis le chantier H24 pour être sûr que tout ce qui sort soit conforme. Et au fur et à mesure qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que forcément ton projet a un peu évolué pendant qu'il se réalise, tu mets en place des actions correctives qui permettent de modifier puis d'arriver à un truc qui au final est plus conforme au permis de construire. C'est con ça. C'est quoi la situation actuelle La situation actuelle, c'est que sur Bon, la certains... situation actuelle, c'est que comme beaucoup de constructions en France, on a besoin de régulariser une partie des permis. On va négocier avec les autorités, on va prendre des avocats et puis régulariser les permis. De toute façon, la presse s'emballe parce qu'il y a Oussama Hamar dans l'affaire et qu'ils aiment bien. J'ai beaucoup aimé l'article du Figaro parce que l'article du Figaro laisse présager que j'avais la moindre conscience des permis ici, des machins. Moi, je m'en fous, j'ai même pas ce que c'est un permis. Et pour le coup, en plus, c'était pas ton périmètre de responsabilité. Oui, et puis voilà. Mais le sujet, c'est que Christophe, il a construit quelque chose d'incroyable qui a besoin d'une rectification de permis. Normalement, si c'était pas Oussama Hamar, si c'était pas le drama, il n'y aurait jamais eu tout ça. Il y aurait une rectification. Il s'avère que, parce que mes anciens associés ont décidé de me mettre sur la place publique comme un escroc, comme un voleur, etc., ça crée tout ce drama et sachant. Au bout d'un moment, ils finiront bien par revenir au droit. On a pris des avocats, on fait appel, on va négocier avec eux, on est très raisonnable, ils sont raisonnables. Et je pense qu'il y a un truc qui fait l'unanimité, c'est que le domaine d'Ablon, c'est magnifique. Et c'est une construction qui va rentrer dans l'histoire de la Normandie. Donc, s'ils veulent détruire ça et passer pour des pignoufs, bon, on les regardera. Ouais, il peut y avoir un débat qui est presque philosophique en effet sur le. Il y a un PLU, il y a des règles. On se dit que. Oui, tout le monde est assujetti aux mêmes règles. Il n'y a pas de passe-droit ni pour les uns ni pour les autres. Ça, c'est la loi au sens strict du terme. On est bien d'accord. Ouais. Sauf que la France n'a aucune tradition d'une loi stricte au sens du terme. Point. Je veux dire, la maison de Bulle, c'est un très bon exemple de Cardin. Pendant des années, elle a été sous procédure. Aujourd'hui, elle fait la fierté de la Côte d'Azur. Heureusement que Pierre Cardin n'a pas respecté le PLU et le permis à la lettre. Après, il a mis en danger personne. Je pense qu'il y a deux aspects dans les permis. Il y a un aspect esthétique et urbanisme, et puis il y a un aspect sécurité. On n'a rien fait qui n'est pas conforme au permis en termes de sécurité. On n'a pas construit sans permis. Parce que les gens oublient toujours ces deux phases du permis. On a travaillé avec des architectes, les bâtisses, elles tiennent, elles sont pas construites n'importe comment. On a même réavivé des techniques extraordinaires en termes de construction. La question maintenant, c'est le grillage et le mur d'enceinte. Bon, ok, très bien. Ouais, vous auriez mis des murs à la place d'un grillage globalement. Voilà. Oui, il n'y a pas que ça. Mais en fait, l'objectif premier lorsque je me suis lancé dans cette aventure, et d'ailleurs, ce qui est aberrant, c'est que aujourd'hui, on nous reproche des choses qui datent de 2012 quand même. Hein. Les permis ont été octroyés en 2012, hein. Donc ça fait 11 ans. Hein. Bref. C'est que l'objectif final en fait du domaine d'Ablon, le jour ou si un jour il est terminé, c'est qu'il constitue un véritable écomusée
de l'architecture traditionnelle du patrimoine architectural normand. C'est-à-dire que sur une concentration d'une trentaine de bâtiments sur une dizaine d'hectares, tu vas retrouver toutes les techniques artisanales, traditionnelles des constructions normandes depuis le XVIe siècle. Et ça, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui va traverser le temps. C'est des bâtiments qui, s'ils ne sont pas détruits, comme on le dit, vont être pérennes dans le temps et vont s'afficher comme une référence. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui est une exception, demain comme le dit très justement Oussama, deviendrait une référence parce que ce serait un lieu dans lequel on aura préservé un savoir-faire qui peut-être demain en partie sur certains sujets aura disparu. Donc bon voilà, et c'est cette dynamique-là qu'on a essayé de mettre en place. Et quand on parle du projet, bon bah oui, bien sûr, pour moi, comme tu le dis, la suite, elle est déjà dans ma tête, enfin, elle est plus que dans ma tête, puisque tous les 90% des prochains bâtiments ont été dessinés déjà, enfin, sont prêts, je sais comment les choses doivent être faites. Ouais. Et c'est un lieu magique, quoi, hors du temps, où il y aura un pressoir, un relais de poste, un petit manoir, une ferme traditionnelle, la masure du meunier, enfin, tu vois, voilà, on recrée l'espèce de village gaulois. Alors, ça va bien avec ce qu'on nous colle comme étiquette de Gaulois réfractaires, tu sais, avec les toits de chaume. C'est exactement ça. Mais néanmoins, ça reste enraciné dans le présent, dans le passé et dans le futur. Tu sais, il y a un truc où je suis profondément convaincu. On parle beaucoup de chefs d'entreprise qui ont créé des startups brillantes, d'IA, de machin, tout ça. Mais ces mecs-là, je prends un exemple. Steve Jobs, qui est un mec qui est super connu, quoi, Apple, machin. Qu'est-ce qui restera de Steve Jobs dans 3 générations? Est-ce que dans trois générations, on connaîtra encore Steve Jobs? Mais moi, je crois pas. En revanche, les bâtiments qui ont été créés ici, dans 3 générations, ils seront encore là. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien Christophe Delon plus fort que Steve Jobs. On va faire un t-shirt. Mais on a le titre de l'épisode. On va faire un t-shirt là. Si vous voulez vous soutenir les enfants, achetez le t-shirt. Ça me va, tu sais quoi faire. On peut faire un Shopify 50-50. Voilà. Et on lance ça et sans perdre les avocats. Et qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Non, mais je suis d'accord avec lui. Ouais. Je suis complètement d'accord avec lui. Mais c'est pas la même échelle de temps. Hein. Après, moi, c'est sans doute la partie du projet qui m'intéresse le moins, à titre perso, parce que moi, je m'en fous dans 3 générations ce qui va rester ou pas rester. Ouais. Mais je comprends le point, et il a raison. C'est ce qui, moi, m'a attiré dans le web. D'ailleurs, moi, les grands domaines de ma vie que j'aime le plus, c'est les domaines éphémères. La grande cuisine, j'aime bien parce que tu fabriques un plat, tu le manges, tu le détruis. Il reste rien, il reste qu'un souvenir. Sur le web, tous les ans, il faut se renouveler, etc. Donc moi, j'ai plutôt tendance à accepter le fait que les choses se détruisent. Et c'est vrai que faire de la pierre qui va rester des centaines et des centaines et des centaines d'années, c'est enthousiasmant. Ouais, moi, c'est mon kiff, ça. Ouais. Mais ça, c'est mon kiff de gros mégalo, tu sais. C'est genre, je suis passé, je suis passé que dalle, 70 ans, peut-être 60 ans, on va voir. Et puis, j'ai laissé une trace. Tu sais, c'est comme, je prends un exemple. Aujourd'hui, on prend l'histoire du facteur cheval. Mais le mec, il ferait la même chose aujourd'hui. Mais il a les huissiers devant sa porte. Hein. On lui interdit de continuer ses conneries. Je connais pas, Christophe, tu peux nous en dire? Tu connais pas le facteur cheval? Non, qui a créé des sculptures totalement délirantes avec des cailloux qu'il ramassait au fur et à mesure de ses tournées. Et à l'époque, c'était en complet décalage avec tout ce qu'il pouvait avoir de références artistiques ou architecturales. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Bon, mais le mec qui aujourd'hui fait la même chose dans son jardin, mais c'est bon quoi. À un moment donné, il a les flics devant la porte et puis on lui dit t'as arrêté ces conneries dont t'as assez d'égaler quoi.
Et comme le disait Oussama par rapport à cette maison bulle que j'ai dû croiser dans un ou deux bouquins et je trouvais ça juste à chier. Mais c'est parce que c'est pas mon kiff, c'est pas ma cam. Mais néanmoins, il a raison. Genre, regarde, on prend l'exemple de ce qui se passe ce qui s'est passé à la belle époque sur la côte normande. Genre, toutes les plus belles baraques, réalisations architecturales, de mégalos qui voulaient se la péter plus que le voisin, ont donné à l'arrivée des trucs exceptionnels. Mais des trucs exceptionnels qu'on ne pourrait même plus reconstruire aujourd'hui. C'est-à-dire que, et c'est pareil sur la Riviera, le mec qui a eu l'idée de se dire, oh bah tiens, moi je ferais bien un minaret avec une tendance un peu arabe sur mon bâtiment, machin, mais va essayer de refaire un truc pareil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans un monde d'interdiction. Surtout Ah, mais et ça, pour c'est tout. sûr. Puis en plus, un monde d'interdiction qui en est très fier d'interdire les choses. Et il y a une sorte de cercle, moi, qui me fait beaucoup rire. C'est il y a les gens qui interdisent, il y a les gens qui ne font jamais rien de leur vie, qui sont heureux que ces gens-là aient interdit à ceux qui font quelque chose de faire. Ensuite, ces gens-là sont par-dessus tout soutien des interdictions jusqu'au moment où ça étouffe tellement tout le monde que tout le monde devient victime, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte qu'à force d'interdire aux autres, on finit par interdire à soi. Parce que quand tout le monde est tombé, bah, ils finissent, la machine, c'est un léviathan, il finit par venir interdire des choses absurdes. T'es le dernier domino. T'es le dernier domino, quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a une passion administrative française extrêmement toxique. Après, moi, mon seul regret, c'est que le domaine d'Ablon soit en France. Je le déclare, c'est mon dernier projet en France. Ça, c'est sûr. Mais parce que Christophe était en France. J'espère le convaincre d'aller sous des cieux plus cléments pour Faire un domaine d'Ablon à côté de Mais Dubaï. attends, mais alors je vais t'expliquer un truc qui m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 3 jours. Je t'en ai pas parlé. Je reçois un email. Il y a grec là. Non, en Corée du Sud. D'une personne, je me rappelle plus son nom, où elle me dit Christophe, j'ai vu ce que vous avez fait en Normandie, c'est totalement exceptionnel, c'est la représentation parfaite de la French Touch et du savoir-faire, blablabla. Et elle me dit on a créé un projet de village sur une île. Non, mais sur une île. Donc elle me donne le nom de l'île, je ne me rappelle plus. Et est-ce que vous seriez prêt à venir recréer la même chose que ce que vous avez fait au domaine d'Ablon sur mon île en Corée du Sud? Donc, déjà, tu te dis, ouais, il se fout de ma gueule, c'était une joke, c'est peut-être Colin qui m'envoie un mail, c'est un piège, je sais pas. Bon, bref. Et alors, donc je lui réponds, et je lui dis, bah, ah ouais, c'est intéressant, c'est sympa, mais j'ai pas, malheureusement, la surface financière pour pouvoir aller créer ce projet. Ça, c'était hier. Ce matin, elle me répond et elle me dit bon, alors j'ai bien compris, Christophe. Alors, si je trouve les financements, vous êtes d'accord pour venir me faire le village normand sur mon île en Corée du Sud? Je dis bah ouais, pourquoi pas. Et je veux la cheminée provençale aussi. C'est sympa la Corée. Non, c'est là où tu vois, en fait, ce qui pourrait créer la passion, l'étonnement, l'engouement, le fait d'être supporté par ce qui nous entoure, ou par la communauté qui nous entoure, de ce qu'on a fait et de ce qu'on aimerait réaliser, parce qu'en fait, on n'est qu'au début de l'histoire. Il y a des phases suivantes qui sont très significatives. Et au final, bah non, tu t'aperçois que tu es tout seul, quoi. Et toi, Oussama, tu dis que c'est pas justement le fait de laisser cette trace, la pierre, etc. En revanche, quand je t'ai entendu sur ton podcast parler du studio d'animé, là j'ai le sentiment que tu as envie de créer des univers qui restent et qui traversent le temps. Ouais, alors. Et en fait, c'est peut-être ça qui te connecte, parce qu'il n'y a pas que de la pierre ici, il y a aussi un effectivement, univers comme ça pourrait être le décor d'un de tes animés, en fait. Mais c'est sûr que on va faire un film sur Christophe un jour et que ça se passera au domaine d'Ablon, quoi. Oui, effectivement. Après, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le fait de créer des choses qui vivent malgré nous. C'est pas tant le critère du temps, en fait, qui est important. Ma phrase préférée entendue récemment, c'est Kanye West qui l'a dit. Il dit: le vrai succès, c'est d'être oublié.
Tu vois, le domaine d'Ablon, quand les gens viennent, ils savent pas qui est Christophe. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite. Les gens n'ont pas besoin de connaître Christophe pour admirer le domaine d'Ablon. Et ça, c'est la preuve que tu as fait quelque chose d'incroyable. Souvent, les gens aiment bien quelque chose parce que ça a été créé par quelqu'un ou machin. Mais ça, c'est la petite réussite. La grande réussite, c'est que ton nom s'efface et que ce que tu as fait est impressionnant en soi-même. De la même façon, si tu fais un dessin animé, si je te demande, t'as vu Ratatouille? Bien sûr. T'as bien aimé Ratatouille? J'ai adoré C'est Ratatouille. qui le réalisateur de Ratatouille? Ouais, jamais je saurais te dire. Ouais. C'est ça la vraie réussite. Ouais. La vraie réussite, c'est qu'on aime Ratatouille, on n'a pas besoin de savoir qui l'a fait. Si je te disais, le type qui a fait Ratatouille, il est recherché pour torture de rat, ça changerait pas grand-chose à ton ta perception. perception de Ratatouille. En fait. Ouais, une sacrée histoire aussi. Ouais. C'est pour ça que le rat est si bien fait dans Ratatouille. C'est ça. Tellement il a été disséqué. Aujourd'hui, c'est principalement du coup des unités séparées qui sont louées pour des personnes qui veulent une forme d'intimité, C'est le des concept, services ouais. d'un hôtel 5 étoiles. Tu posais la question sur LinkedIn, Oussama, de comment on fait pour augmenter les revenus, la fréquentation du lieu en hiver, par exemple, pour permettre toutes ces évolutions que Christophe prévoit pour les prochaines années. C'est quoi vos premières pistes là-dessus, qu'on essaye de réfléchir un peu et qu'on essaye de pousser les auditeurs En fait, il n'y a pas eu de grandes idées qu'on n'avait pas eues. Le problème, c'est pas d'avoir des idées, parce que les idées sont assez simples. Pour qu'un lieu comme ça vive hors saison, il faut qu'il devienne une destination et qu'il y ait un événement qui soit une excuse dans le lieu. Donc là, on organise des séminaires. Et le but, c'était d'être contacté par des sociétés de séminaires. On en a eu quelques-unes qui nous ont contactés. Donc l'idée, c'est de transformer le lieu en une destination hors saison. Sachant que après, il faut quand même reconnaître la réalité de la Normandie. C'est que la Normandie est très, très agréable l'été. Enfin, c'est pas... Oui, elle est fraîche. Ouais. Sauf cet été où elle était fraîche et humide. Ouais, bon, c'est un été. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, parce que c'est vrai que on prend un exemple. Nous, à partir du mois de mai, c'est vrai que bon, Oussama vit à Dubaï, mais on a beaucoup de clients qui viennent du Moyen-Orient pour venir chercher la verdure et la fraîcheur qu'ils n'ont pas à Dubaï, quoi. Et l'hiver, bon, c'est vrai qu'il fait très noir, très pluie, très... Hiver, c'est cheminée, quoi. Ouais, C'est ça. cheminée, c'est cocoon, c'est repli sur eux. C'est pas la destination que tu dis. En plus, les gens étaient marrants, ils disaient, ouais, il faut faire des mariages. Tu dis, bah non, on va pas faire des mariages l'hiver. Enfin, de toute façon, on fait pas de mariage au domaine d'Ablon. Non, on fait pas de mariage au domaine d'Ablon. Mais quand bien même on en ferait, ça résout pas le problème, parce qu'en fait, les gens veulent se marier au moment où tout le monde va en vacances. Donc, Tu sais que moi, je signe le 20 décembre à un château dans la Sarthe pour faire du mariage et du séminaire. Non, mais attends, Il va y avoir... je vais te dire un truc. On aurait le cash nécessaire. J'ai déjà la propriété et le lieu pour faire une dynamique axée que sur ça, sur la région. Parce que la région est en déficit de projets, de produits de qualité pour des mariages haut de gamme. Ça, c'est certain. Donc, un domaine d'Ablon bis sur lequel je ne serais pas stressé que les gamins vont aller me niquer les parterres où j'ai planté 220 000 bulbes. No way. Ok, c'est Mais bon, il faut le construire. Il Il faut le construire et le réfléchir dans ce sens. Tu vois, toi, tu mets les bulbes en hauteur. C'est ça. Avec des grillages autour et des panneaux don't touch. Tu me disais combien c'était de tonnes l'arrivée des arbres, végétation, etc. Sur la première phase qu'on a faite, on a planté 70 semi-remorques de végétaux. Ce qui est énorme. C'est inimaginable. Et alors, le truc qui est assez hallucinant, c'est que à une certaine époque, on était accusé d'avoir déforesté des prés derrière, qu'on n'a pas du tout déforesté puisqu'il n'y avait pas d'arbres. C'était des ronces qui montaient sur 4 mètres. Et au contraire, je ne suis pas convaincu que aucune collectivité autour n'ait planté autant que ce qu'on a fait. Sur le château
que j'achète, il y a des. Ouais, tu vois, il y a un DPE-F, donc évidemment, l'isolation d'un château qui a 800 ans. On l'achète à la famille qui est propriétaire depuis 400 ans. Ah ouais. Donc, je vais vous parler de temporalité tout à l'heure. T'as vérifié les toitures et les charpentes là. Ouais, bon, c'était mon premier critère sur les achats. Sinon, c'était mort. Et en effet, c'est un château qui est en bon état. Sur le monde des châteaux, on dit qu'il y a les châteaux de riches et les châteaux de pauvres. Ouais. Nous, on a acheté un château de pauvres qui est en fait habité, etc. Entretenu. Dès qu'il y avait un petit problème, ils remettaient la tuile qui allait bien. La problématique, ce qu'il y a, c'est que la problématique de ces lieux, enfin les châteaux, alors pour tout te dire, ça a été mon grand kiff pendant des années. D'accord. Et puis, malgré le fait que je suis parfois un irresponsable trop passionné, je me suis rendu compte en fait que tous ces monuments, et moi je trouve que c'est très 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 bien aujourd'hui qu'il y ait des gens qui les entretiennent et qui soient passionnés pour les faire continuer à vivre, mais ils sont à une échelle qui est plus à l'échelle de notre temps. Et à l'époque, ils avaient les fermages, les métayers autour d'eux, qui leur montaient leurs murs, qui leur entretenaient leurs trucs. Et aujourd'hui, à moins d'être blindés à millions, ou alors à moins d'avoir un modèle économique qui crache, tu vois ce que je veux dire. Mais tu tiens pas la distance, quoi. C'est trop grand, c'est trop lourd, il y a trop de surface, trop de terrain, trop de... Enfin, il y a vraiment quand deux tu veux faire les choses, ouais, en fait, il y a vraiment deux typologies sur ces bâtiments, et il y en a qui sont en effet ingérables, et jusqu'à il y a encore 10 ans, ils faisaient des expositions, tu sais, des projections de lumière sur les façades, et les gens ils venaient, ils payaient 10 euros, et ils essayaient de s'en sortir avec ça, plus des subventions, et aujourd'hui ça c'est plus non, possible. c'est terminé, les subventions c'est fini. Mariage, tu vois bien que même des fleurons comme Chenonceau, on leur a donné, je sais plus quoi, non c'est Chambord, on leur avait donné 5 ans ou 7 ans pour être à l'équilibre, parce qu'après ils allaient couper les robinets, il fallait qu'ils se démerdent. Vaux-le-Vicomte, c'est un combat de tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Et parce que ce sont des produits qui sont plus à l'échelle de notre temps, quoi. Il faut des armées en fait pour gérer et entretenir ces trucs, quoi. Est-ce que vous êtes renseigné pour savoir comment on faisait pour inscrire un bâtiment au monument historique? Non, parce que c'est que des emmerdes. Parce que genre, en fait, quand tu rentres ici, alors que ça a été construit il y a quelques années, tu te demandes pourquoi ça en fait pas partie déjà. Mais on pourrait pas. Je pense qu'on pourrait pas. Non, mais par contre, nous, on pourrait être inscrit au listing de préservation du patrimoine de l'UNESCO. D'accord. Et ça, typiquement, je sais que... Donc... Mais il faut 30 ans. Donc. Ah oui, d'accord. Le château qu'on achète, nous, c'est ce que j'allais dire sur les DPE. C'est en fait, ils ne peuvent pas nous obliger à foutre une porte coupe-feu quand on met plus de X personnes dedans, parce qu'il est classé. Il y a des avantages et des inconvénients à ce truc-là. J'essayais de sortir de la boîte un peu sur le... Je pense qu'il y a plus d'inconvénients et de contraintes que d'avantages. Probablement. Il y a des grosses... Non, mais attention, à côté de ça, c'est quelque chose... Enfin, moi, je suis totalement admiratif des gens qui ont l'énergie et qui investissent pour aller rénover ces lieux qui font partie de notre histoire. Parce que, et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on n'avait jamais autorisé à Berne de ne pas faire 3 lotos par an plutôt que d'en faire un seul. Alors que sa dynamique, je vois pas en quoi elle pourrait, en quoi elle gênerait la Française des Jeux. Et au contraire, il participe à la sauvegarde de tous ces lieux. On en a trop. Donc si on ne veut pas se retrouver dans la situation d'un pays comme l'Espagne ou comme l'Italie, qui en avait aussi beaucoup, mais qui malheureusement n'a pas les moyens de les entretenir, on est bien placé pour le savoir avec Oussama, puisque on avait visité un endroit qui était exceptionnel en Italie, qui est en train de tomber en ruine. C'est un château classé du 18e, italien, avec des jardins qui sont classés remarquables. Catastrophe, celui-là. Ouais. Et tout est en train de partir. Pourquoi? Irrécupérable. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et le truc est en train de... En fait, encore 10 ans comme ça, et puis ça va tomber, quoi. Ça, c'est terrible. Ouais. Et il y a une chose qu'il faut reconnaître aux Français, c'est qu'ils sont, pour ceux qui sont passionnés dans cette dynamique-là, ils sont intéressés et attachés à ce patrimoine. Donc, non. Donc, oui, moi, j'applaudis des deux bras, des deux mains, lorsque tu me dis que, voilà, je trouve ça... Mais alors, par contre, tu vois, je suis bien fêlé, mais le château, moi, je sais que c'est un truc que j'y mettrai jamais les pieds. Non, mais ouais, vu tes ambitions
Non, mais c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. Exceptionnel. En fait, c'est ça, t'as raison. C'est Ouais. qu'en fait, c'est mes ambitions de restauration Exactement. ne collent pas avec ce que. Voilà. De toute façon, quand on était allé voir le truc, là, Kevin Oussama, il m'emmène sur le lieu, là, je le visite. Et puis, au départ, il m'avait envoyé les plans avec les photos et tout. J'aurais dit, ouais 15-20 millions. De toute façon, 15-20 millions de rénov', c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Bon. On arrive sur place, je fais le tour des trucs, je le regarde, je lui dis non, c'est 50 là. Et il faut au moins 5 ans. Tellement le truc est dans un état. Mais avec ma vision de tout refaire du sol au plancher, comme le domaine d'Amelon, tu vois ce que. Bon, après, ça en fait un lieu juste d'exception, quoi. Mais alors, est-ce que sur la région où c'était positionné, ça avait du sens? De toute façon, ils ont laissé le toit mourir et puis maintenant, Putain, ils vont le prendre sur la gueule et tout. c'est fini. Ça bouge à une vitesse. Ah ben non, Clairement. clairement. On avait un moulin sur le domaine. Un On moulin a des photos d'il y a 20 ans du moulin qui est vraiment sur pied, quoi. Ouais. Puis là, Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. ah bah, il y a Marvin, tiens, faut les récupérer pour Marvin à moi. Il y a plus rien. Après, tu as envie de te dire, ouais, je vais remettre une turbine, je vais faire ma propre hydroélectricité, le lieu, il va tourner. Ouais, mais le problème, c'est que là, pour rénover ton moulin, c'est 1 ou 2 millions, quoi. Ouais, c'est pas possible. Ah, mais c'est ça. Nous, c'est la phase 8 du projet. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai vu une propriété il y a quelques jours, là, pas loin d'ici, sur un autre sujet, où il y a une chapelle. Elle est en train de se péter la gueule, la chapelle. Mais une chapelle qui, normalement, doit être une chapelle classée, quoi. Et ils la rénoveront pas. Mm. Il se passe encore 10 ans. Terminé, il n'y aura plus de chapelle. Comment on fait, du coup, Oussama, toi, tu as rejoint le projet en partie pour aller chercher des fonds, continuer son développement, etc. C'est quoi un peu ton axe? Tu vas chercher des investisseurs privés? Comment ça marche? Bah, ça marche pas. On a... Là, on Non, a en la fait, veine. non, mais on a essayé toutes les portes, tous les machins. Et les gens comprennent pas ce genre de projet. Les investisseurs n'arrivent pas à se projeter. Alors, c'est assez bizarre parce que c'est quand même très rentable comme projet. Les cash flows du domaine d'Ablon sont exceptionnels parce que Christophe a créé le luxe sous contrainte. Tu vois, tu ne laisses pas les gens avoir des caprices, tu les laisses pas commander tu les laisses commander en avance et pas à la dernière minute. Donc, résultat, tu as un modèle où il n'y a pas beaucoup de coûts fixes, il y a beaucoup de revenus variables. Et c'est marrant parce que hier, j'en parlais encore avec un investisseur immobilier assez connu. Et il me dit, ouais, mais c'est normal que le modèle tourne, il n'y a pas de coût fixe. Je dis, bah oui, mais c'est le business model. Je dis, non, mais c'est pas possible. Si c'était géré par un groupe traditionnel, bah, ça perdrait de l'argent. Je dis, bon, bah, ok. Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est qu'ils paument tous de l'argent. Alors, en fait, Mm. le truc que j'ai découvert il y a quelques semaines, c'est que des lieux arrivaient à se vendre sans rentabilité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, mais c'est parce que moi, je viens d'une autre génération d'entrepreneurs qui n'est pas la génération d'Oussama. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde où vous pouvez vendre une boîte qui perd des millions d'euros et qui a une valorisation de ouf parce qu'on se projette sur ce que la boîte sera dans 10 ans, 15 ans, enfin, ou de ce qu'elle peut générer, quoi. Bref. Mais qu'elle ne génère pas à l'instant T. Et moi, j'ai toujours été dans un modèle économique où si ma boîte, elle crache pas de l'argent, je bouffe pas. Et si elle ne crache pas de l'argent, je ne la valorise pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas de valo, quoi. Donc de fait, c'est toujours difficile pour moi de comprendre un modèle où on me dit « Ah bah tiens, on vient d'acheter 10 restaurants et sur les 10 restaurants, on a payé Watt millions d'euros, mais il n'y en a pas un qui crache 1 euro de résultat. » Bon. Ok, et tu disais que c'était... Et alors nous, en plus, le truc, voilà, donc, on prend le pendant de ce que je viens de te dire. Nous, c'est tout le contraire. Donc on a un modèle économique vertueux qui crache une excellente rentabilité et il se fait encore plus chier pour trouver des fonds. Donc au final, il faudrait peut-être qu'on perde de l'argent pour réussir à en trouver. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Il y a des boîtes qui ont levé beaucoup, notamment pour des châteaux, en jouant à la préservation du patrimoine, etc. Bon, aujourd'hui, c'est un peu fini, en effet, parce qu'elles n'ont pas rendu, je crois, ce qu'elles avaient promis. Elles avaient promis des événements, des choses. Ouais, tu parles de quoi? De Château Fort, non? Non, des d'Artagnan, par exemple,
qui a levé, je crois, 8 millions pour un château. Ouais, 8 millions, c'est un peu court pour nous. Et ils ont même pas pu les accepter parce que ça passait sous des associations, des trucs, c'est pas passé. Mais c'était le gros enseignement, tu vois, quand j'ai fait la levée de fonds pour le château. En effet, tu parlais des banques en off tout à l'heure. Ouais, Il n'y a plus personne qui suit sur ce type de projet. Ils financent même pas leurs salariés. C'est un peu hyper compliqué. On a quand même sur une plus petite enveloppe pu débloquer, et sur le reste, on est en crowdfunding. On a réalisé que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était rejoindre cette aventure, rejoindre ce truc. Non, mais c'est ça. Se retrouver dans le lieu. Parce qu'en fait, si tu mets un ticket de 10 000 euros, mais que tu sais qu'une fois par an, tu vas pouvoir venir avec le groupe d'investisseurs, etc., ton ticket, il est presque rentabilisé. Et un jour, tu verras un ROI, il est vendu, le domaine. Et il y a peut-être des pistes sur ces points-là. Ce qu'il y a, c'est que nous, on est sur des leviers vachement plus importants, parce que moi, avec 10 000 balles, je ne fais pas grand-chose, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que on est sur un tel niveau d'exigence. Enfin, je suis sur un tel niveau d'exigence, attention. Moi, une salle de bain, je te la sors pas à moins de 50 000, quoi. Je te parle d'une salle de bain. Et toi, tu prends l'exemple du Manor, il y en a 4. Et encore, celle de Oussama, elle est XXL, donc celle-là, elle a coûté plus cher. Mais, non, en fait, on n'a pas encore trouvé d'un investisseur passionné qui soit dans la même dynamique que la nôtre, qui est de dire, je participe à un projet économique qui est rentable, déjà, donc où il y a un retour sur investissement, c'est le premier point, et 2, sur lequel il y a un projet qui s'affirme dans le temps. Mais en plus de ça, avec les barrières qui viennent de nous tomber sur le coin de la gueule, pour le coup, t'imagines que ça refroidit encore tout le monde, quoi. Ouais, ça va prendre un peu de temps, en effet, à sortir de ça. Tu disais que c'était ton dernier projet en France. Moi, je t'ai entendu sur un podcast récent parler d'un village à Dubaï, et je me suis dit qu'en fait, c'était un projet IMO, hein. C'est différent parce que c'est ta maison. Enfin, moi, c'est une résidence principale entre potes. Ouais, exactement. Ouais. Et ça reste dans le cadre, tu vois, du podcast. Et comment t'imagines ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? En fait, assez simplement, en fait, je suis à un âge où je suis entouré de gens qui commencent à acheter des résidences principales assez confortables pour avoir des enfants, une famille, se développer, etc. Bon. Et moi, je me dis, si on achète tous au même endroit, il y a de quoi construire un truc un peu plus sympa que si on construit chacun de notre côté. C'est aussi bête que ça, en fait. Et donc, comme ça, on peut avoir le resto qui va bien. Oui, ça mutualise les infrastructures transverses. Voilà, exactement. La piscine qui va bien, la salle de sport qui va bien. Et donc, en fait, c'est con de faire chacun de notre côté. Et en fait, j'ai fait le calcul. Si tu fais une vingtaine de villas dans un petit bloc à Dubaï, et en fait, assez facilement, avec la marge que tu génères, tu bâtis toutes les infrastructures transverses exceptionnelles, en fait. Et moi, j'aime bien le modèle des services apartments à Dubaï, mais j'aime pas les appartements. Et donc, je me suis dit, c'est quoi une service villa? Plutôt que de les empiler, tu les mets les unes à côté des autres. Exactement. C'est con, ouais. Et comme ça, chacun a son jardin. Et en plus, moi, j'ai envie d'avoir des enfants et j'aime bien cette phrase qui dit qu'il faut un village pour élever des enfants. Et j'aime bien l'idée d'imaginer un endroit où je peux ouvrir la porte et les foutre dehors toute la journée. Et pas avoir besoin de savoir où ils sont, ce qu'ils font. Sans que ça craigne. Et sans que ça craigne. Et ça, il n'y a qu'à Dubaï que tu peux faire ça, en fait. Tu vois, c'est exceptionnel comme endroit, Dubaï, pour ça. Et donc, j'imagine un truc. Alors, en plus, si une passion que Christophe m'a donnée, c'est le potager. Ça, c'est le vrai... ça, c'est ma grande découverte dans le domaine d'Ablon. Et donc, j'ai commencé à construire une ferme à Dubaï qui sera connectée à ce village. Alors, dans une approche que Christophe ne valide pas, mais bon, on m'en fout un peu. C'est quoi le débat? Mais non, mais le débat, c'est que nous, on utilise des robots et de l'agriculture de précision. Ok. Et que Christophe ne voit pas le point. Lui, il préfère que les tracteurs soient traqués par des chevaux, ça fait plus... ça fait plus terroir. Ça fait plus terroir. Voilà, tu vois. Mais tu vois, à Dubaï, si tu penses terroir à Dubaï, c'est des robots.
Oui, oui, voilà. Mm. Après, c'est dans son contexte, quoi. Ouais. Non, mais moi, je suis sur une dynamique d'autosuffisance, en fait. Ouais, mais avec des robots, c'est beaucoup mieux. Ouais, le jour où tu n'as plus d'énergie, tes robots, ils fonctionnent plus. Mais à Dubaï, il n'y a pas de C'est vrai, solaire dans le tous les soleil, cas. c'est vrai. c'est Comment vrai, tu c'est veux qu'on vrai, soit c'est vrai. sans énergie? Plus compliqué en Normandie. Bah oui, mais c'est tout le point. Ouais, c'est vrai. Je pense que je vais faire un village beaucoup plus autonome que toi. C'est possible. On a l'eau par la nappe phréatique Probable, limitée. probable. Et en plus, j'ai commencé donc à me renseigner sur un sujet qui me passionne, c'est la régénération des sols. En fait, moi j'ai halluciné d'apprendre récemment qu'une orange en France avait 50 fois moins de vitamines en 2023 qu'en 1950. Ça, c'est incroyable. J'aimerais bien qu'un jour on m'explique qui est responsable de ça et qu'on s'occupe un peu de leur peau. Tu vois, ça, là, au lieu de me faire Ils chier. sont plus là, ça. Ouais, mais au lieu de me faire chier avec ces histoires d'urbanisme, il pourrait peut-être s'intéresser à un truc fondamental qui est l'empoisonnement de la population par la nourriture. Et donc, si on peut construire quelque chose à Dubaï qui nous permette, dans ce village, d'avoir des fruits et légumes exceptionnels, et ben, tu vois, ça te fait un truc complet. Tu as l'école des enfants, les infrastructures des parents, les maisons, la nourriture. C'est paradis, quoi. Autosuffisant. Et le tout autosuffisant, ouais. C'est l'avenir, ça. Moi, je suis profondément convaincu que c'est l'avenir. T'en penses quoi des projets plutôt Arabie Saoudite t'as vu Neom, The Line, etc. Alors, je vais te faire une prédiction, ça ne verra jamais le jour. Ils ont déjà commencé à creuser. Ouais, c'est ça, ouais. Je te garantis que l'Arabie Saoudite ne fera jamais rien. D'accord. J'ai un projet j'ai un podcast dans quelques semaines avec un gars du projet. Ah ouais, bah, bon Ouais. courage. Bon courage pour ton podcast. Non, j'y crois pas une seconde. Ah ouais. L'Arabie Saoudite, ça fait 50 ans qu'ils expliquent qu'ils vont se moderniser. Et ça fait 50 ans qu'on attend. Et je pense qu'ils se moderniseront jamais. Je suis beaucoup plus bullish sur les Émirats et Dubaï en particulier que sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un grand pays, ils ont plein d'argent, mais ils ont plein de problèmes structurels et culturels qui vont être extrêmement durs à résoudre et je ne les vois pas les résoudre dans les 10 années qui viennent. Peut-être que à 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, je suis pas une boule de cristal qui prédit l'avenir, mais ce que je sais, c'est que là, dans l'état actuel des choses, tant qu'ils n'adresseront pas ces problèmes sociétaux, ils vont pas y arriver. Ok. Ça va être intéressant cet épisode que je vais enregistrer. Trop bien. C'est quoi les grands enseignements de ce domaine si on doit passer un message là aux auditeurs, si on doit ou en conseiller ou en inspirer d'autres, c'est quoi un peu le dernier message que vous avez envie de passer? Bah, je sais pas, moi, de toute façon, je m'en fous, j'ai pas de message à passer. Enfin, Non, moi non plus. non, mais je pense que c'est la Dans bonne leçon. l'expérience. Non, mais la bonne leçon, c'est que nous, on n'a pas fait les choses pour passer un message. On a fait les choses de la meilleure façon qu'on puisse la faire. Je pense que ce qui réunit Christophe et moi, c'est la passion de fabriquer des choses. Et quand on fabrique des choses, bah, de faire le mieux que ce qu'on peut faire. Et après, ça plaît aux gens, ça plaît pas aux gens, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Je trouve que le domaine a un sacré track record de plaire aux gens. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un venir ici et pas être halluciné. Ce qui est triste, moi, ce que je trouve triste, c'est pas que le domaine d'Ablon existe. Ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas 200 domaines d'Ablon dans le monde. Je me demande ce qu'ils foutent les autres, en fait. Pourquoi il y a autant de constructions hôtelières qui n'ont aucun sens? Pourquoi on dépense des centaines de millions sans aucun goût? Parce que des projets hôteliers incroyablement plus grands, incroyablement mieux financés, et qui au final donnent des choses qui ne plaisent à personne, Et qui perdent de l'argent. et qui en plus perdent de l'argent, il y en a Voilà, plein. c'est la totale. Donc moi, ce que je pense, c'est si les gens ont des projets, il faut pas croire que c'est impossible. Faut pas croire que c'est impossible. Pour faire quelque chose, il suffit de le vouloir. Et on n'imagine pas à quel point dans le monde, tout ce qui est autour de nous a été un jour décidé par quelqu'un. Et quand on décide de faire quelque chose, et ben, en général, ça a lieu. Non, je pense que dans l'hospitality, l'avenir, ça va être... Tu sais, c'est un petit peu comme l'univers dans lequel progresse Oussama. Tu sais, tout ce monde virtuel, Et en fait, je pense que dans l'hospitality, l'avenir, ça va être de vendre de la déconnexion, du rêve. Et L'expérience. voilà, la transposition dans un autre univers. On parlait tout à l'heure de Harry Potter, mais attends, mais moi, j'aurais
Bon, je ne parle même pas d'autorisation, c'est parce que l'on n'en est plus là. Mais j'aurais l'autorisation de construire la maison des Weasley dans le terrain qui est en bas sur le côté là. Mais attends, mais on ferait un carton plein, quoi. Et je pense que dans cette dynamique-là, c'est ce... Tu crois que tu pourrais avoir un permis pour la maison des Weasley? Non. Non, je crois que je peux plus avoir de permis sur rien du tout, moi. Mais non, le truc, c'est que on est dans un environnement... Tu sais, tu t'imagines pas le nombre de clients qui viennent ici, notamment les Américains, parce qu'ils sont très attachés à l'image d'Épinal qu'ils ont de la Normandie. Et c'est ça, en fait, que notre positionnement, en fait. C'est ça qu'on vend. On vend une expérience dans un standing haut de gamme qui va aller attirer une clientèle VIP, mais qui va aller leur donner un stéréotype de la projection qu'ils ont de ce qu'est la vie en Normandie. Ce qui est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait, si ils me voyaient passer le matin avec un béret sur la tête et une baguette de pain sous le bras, ce serait pour eux le kiff de leur life. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Donc, et de fait, t'imagines pas le nombre de clients qui m'ont dit « Ah, mais Domaine d'Ablon, c'est le village des Hobbits. » Tu vois, en fait. Et donc, c'est ça, en fait. Je pense que le futur... Et c'est là où Aman, sur un grand nombre de ces hôtels, est très fort. C'est qu'ils vont aller rechercher... Ils se sont enracinés dans un patrimoine culturel et architectural dans certains de leurs hôtels, qui est le reflet de l'environnement dans lequel tu te retrouves. Et c'est ça l'avenir de demain. Je pense. Et la déconnexion complète où tu as plus le sentiment de te retrouver réellement dans un hôtel. On parlait de la salle de jeu que tu avais prévue à côté. Ça, c'est super sympa. Parce que c'est dingo. T'imagines pas le nombre d'hôtels que j'ai fait où l'espace enfant est pourri. Enfin, quand je dis pourri, c'est pas pourri, c'est il est relégué à ce qui est ce qui est pas l'essentiel. Donc le Kids Club, voilà, ça, généralement il est enterré dans un sous-sol, dans 60% des hôtels, ou alors il est mis quelque part dans un coin, il n'y a pas d'espace, ça n'a pas été... Et il n'y a rien qui fait rêver les gosses, quoi. Bah si, ils ont mis des petites tables avec des petits coussins, il y a des écrans télé partout, mais c'est pas ça. Le truc, c'est, comme le disait ta collaboratrice tout à l'heure, c'est lorsqu'elle va au musée d'Harry Potter à Londres, elle est bluffée, elle est waouh. Ou c'est comme quand tu vas passer un week-end chez Disney, tu vois. Et c'est ça qu'il faut donner à nos clients, et bon, là, en l'occurrence, à leurs enfants. Donc là, l'idée, c'est qu'on a redessiné le magasin des Weasley d'Harry Potter à l'intérieur, et qu'à l'intérieur, on a créé des espaces qui permettent aux enfants d'avoir des activités qui ne sont pas les activités qu'ils ont chez eux, parce qu'il n'y a pas de... au grand désespoir de mon Oussama, il n'y a pas de console, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas... Il y aura des consoles cachées. Ouais. Comme les télés au domaine d'Ablon qui sont toutes planquées. C'est ça. Il y a des boîtes de Lego, il y a des déguisements, il y a des ateliers manuels, il y a des dinettes en bois, il y a des petites voitures, tu vois ce que je veux dire? On revient à des choses simples. Enfin, simples. Non, pas simples, à des choses qui sont genre des jeux de notre enfance. Enfin, de mon enfance, en l'occurrence. Hein. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de Game Boy. Donc voilà, et je pense que voilà, cette projection-là sur un modèle d'hospitality qui va être, on va dire, plus à projeter les gens sur quelque chose qui va les déconnecter de leur quotidien, en les dépaysant, en les amenant dans une nouvelle entité imaginaire où les choses auront été théâtralisées. C'est ça, je pense. Enfin, moi, en tant que client d'un hôtel, c'est ça que je recherche. Comme vous avez pu voir l'ours du domaine d'Ablon qui sait ouvrir les portes. Qui est venu annoncer la fin du podcast. Tara, 18 mois, qui fait 65 kilos. Et on mange bien en Normandie. Mi-ours, mi-chien. C'est ça. Mi-ours derrière. Bon, en tout cas, c'était hyper chouette de vous avoir, d'en savoir un peu plus sur le domaine. On a des images magnifiques du domaine qu'on a pris tout à l'heure avec belle caméra, etc.
qu'on va... C'est beau en plus. Et il a fait beau, un 6 décembre, comme quoi, tu vois, même en hiver, en Normandie, on peut... Essayons d'éviter la publicité mensongère. quand même. C'est les Bretons qui disent il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. c'est ça. Ouais, bah, il aime. Très content d'en savoir plus. Pour ceux qui veulent des images, parce que là on parle du domaine sur un podcast, bah, allez sur la chaîne YouTube. Merci. C'était cool. Salut, à très vite. Merci.